Salut, je m'appelle Phil. Ça faisait longtemps. Hey, salut. Mais il est où le rétro comics? Vous inquiétez pas, on y reviendra un jour sur les rétro comics. Là, je voulais faire une chronique régulière où je reviendrai sur les comics de mon enfance, c'est-à-dire l'époque Lux, Semic, les années 80. Et quoi de mieux pour commencer que le roi des comics des années 80, c'est-à-dire Strange. On est fou, c'est parti. Alors oui, on va revenir sur tous les Strange de l'année 80. Voilà, vous pouvez voir les couvertures. Oula, ça a dû couper le micro, c'est pas grave. Alors vous inquiétez pas, c'est bien réfléchi quand même. Vous les verrez ici en un petit peu plus gros. Les couvertures de Strange, tout de suite on pense à Jean Frissano, avec son style très peinture, très figé, où on voit bien l'anatomie des personnages. Quand on regarde les couvertures de Strange, on voit aussi marqué en haut parfois poster gratuit. Et effectivement, j'ai certains posters encore dans mes Strange que j'ai gardés. Bon, c'est un petit peu trop tard maintenant pour les mettre dans mon bureau, quoique. Mais bon, je me souviens que quand j'étais gamin, j'avais pas mal de posters sur les murs de ma chambre. Et quand on regarde les couvertures de Strange de l'année 1980, on voit aussi marqué le journal de Spider-Man. Strange et Spider-Man, ouais, ils sont vraiment très liés. Et d'ailleurs, il y avait deux épisodes pendant l'année 1980 de Spider-Man dans Strange. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les épisodes de Spider-Man dans ces Strange de 1980? Alors attention, c'est pas les épisodes de Spider-Man de l'année 1980. En France, c'est l'année 1976 qui est imprimée dans les Strange. Il y a un décalage de 4 ans, c'est un truc complètement fou. Aujourd'hui, ça serait impossible. Déjà, avec les réseaux sociaux, tu te ferais spoiler à mort. Et puis même, personne n'a envie d'attendre 4 ans pour avoir les aventures de son héros préféré. Alors, dans ces histoires de 1980, on a affaire à la quatrième équipe artistique de Spider-Man. La première équipe artistique pour moi c'est Lee et Ditko qui ont vraiment façonné le personnage. Si vous avez l'occasion, grâce aux intégrales de Panini par exemple, de relire les premières histoires de Spider-Man, allez-y, franchement c'est que du bonheur. Puis c'est les bases quoi, c'est le Peter Parker qu'on connaît aujourd'hui, c'est le Peter un peu loser qui gagne, mais il y a toujours un revers de la médaille. Franchement, si vous pouvez lire les premiers épisodes de Spider-Man, allez-y, c'est du très bon. Ensuite, il y a la deuxième équipe artistique, avec toujours Lee au scénario et John Romita senior au dessin. Ils essayent un petit peu de renouveler tout ça, au lieu que ce soit le bouffon vers le méchant, qui est devenu amnésique dans le run de Ditko. Maintenant, c'est le caïd. Il y a un peu plus de combat avec les mafieux. Il développe un peu plus aussi le côté romance de Peter Parker et de son entourage avec Mary Jane, avec Gwen Stacy. C'est aussi l'époque où il y a la scène mythique où Spider-Man No More, où il met son costume à la poubelle, comme ce qui se passera dans les films d'ailleurs. Donc voilà, là aussi c'est un run important. Je trouve pas aussi marquant que le run de Ditko, c'est plus dans la continuité on va dire. Ensuite, troisième équipe artistique qui a bossé sur Spider-Man, c'est toujours John Romita Senior au dessin. Par contre, au scénario, c'est Jerry Conway, et c'est l'époque de la saga du clone, la mort de Gwen Stacy. En gros, c'est l'époque où les mecs ils veulent tout foutre en l'air. Et d'ailleurs, pour ça, ils se feront un petit peu taper sur les doigts, ils seront obligés d'inventer une histoire justement de clone pour faire revenir Gwen Stacy. Et là, on arrive dans la quatrième équipe artistique qui bosse sur Spider-Man, celle qui est dans les Strange de 1980. C'est l'équipe artistique de l'année 76 en Amérique. C'est Wayne et Andrew. Et je trouve qu'on est un peu plus dans une phase de transition. Transition parce que Gwen Stacy est morte quelques numéros plus tôt. Donc on peut pas tout de suite installer Peter avec Mary Jane. Quand même, la nana elle meurt 2 numéros plus tard et il sort avec la rousse. C'est un petit peu beaucoup quand même. Tu vas attendre un peu mon gars. On est un peu plus dans des histoires classiques avec encore le Docteur Octopus, encore le Caïd. C'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment une époque de transition où il se cherche un petit peu, il répète les mêmes schémas que ce qui s'est fait précédemment. Et un truc tout bête par exemple, ils font revenir un bouffon vert, sauf qu'on ne connaît pas son identité. Et dans ces bouquins des années 80, on ne la connaîtra pas non plus puisqu'on le saura qu'à partir de janvier 1981 en France. Donc je vais pas vous dire qui c'est, tant pis vous attendrez. Enfin voilà, tout ça pour vous dire que c'est toujours les mêmes ennemis. C'est pas la meilleure période de Spider-Man. Ça reste d'un bon niveau global, mais c'est très classique. Ensuite dans les Strange, on pouvait aussi trouver Daredevil. Si vous vous dites, mais pourquoi Daredevil il est aussi populaire en France ? C'est parce qu'il était dans Strange à l'époque où ça se vendait par palette de 12. C'est pour ça qu'en tant que Français, on a tous un petit pincement au cœur quand on pense à Daredevil, parce que voilà, il fait partie de notre enfance, enfin en tout cas quand t'as la quarantaine et que tu lisais des comics. Enfin, je dis ça parce que j'ai la quarantaine,
mais les Strange de l'année 1980, je les lisais pas. Hein. J'ai acheté beaucoup plus tard, à l'époque je devais avoir 5-6 ans, donc non, je lisais pas les Strange. Mais bon, déjà à l'époque il y avait Daredevil, et donc évidemment je suis tombé amoureux du personnage. Alors est-ce qu'on tombe amoureux du personnage en lisant les épisodes de l'année 1980 En fait, Daredevil c'est un petit peu compliqué parce que si je vous dis Spider-Man, vous allez penser au bouffon, vous allez penser à Octopus. Daredevil, c'est un peu plus compliqué parce que je trouve qu'il a pas vraiment d'historique, en tout cas en 1980. Et là, une fois de plus, c'est pas les épisodes de 1980 en Amérique qui sont publiés en France, c'est les épisodes dans les Strange de l'année 1980, de l'année 1975 en Amérique. 5 ans de retard. Je veux dire, entre temps, il y a eu des nouveaux dessinateurs, les scénaristes se sont un peu plus émancipés sur certaines choses. Je veux dire, imaginez, vous imprimez, vous sortez un comics en 2000, et en fait, le comics qui est à l'intérieur de ce bouquin que vous sortez en 2000, il date de 1995, et il n'y a personne avec des téléphones portables, ils sont tous dans des cabines, il n'y a aucune référence à Internet. Ça ferait bizarre quand même. Mais voilà, que ce soit Spider-Man ou Daredevil, tu sens qu'il y a un petit côté vieillot qui... Ils sont pas dans les années 80, non, ils sont encore dans les années 70. Et donc, Daredevil, je vous disais, il n'a pas vraiment d'historique. Les ninjas, par exemple, typiques de Daredevil, bah, ils sont pas encore là, ça viendra avec Frank Miller quelques années plus tard. Le Caïd, je vous disais, c'est un ennemi de Spider-Man, c'est pas encore un ennemi de Daredevil. Ça viendra quelques années plus tard, avec Miller encore. Alors vous allez me dire, si c'est pas le Caïd son ennemi, contre qui il se bat là? Eh ben on a encore droit à des combats contre le pitre. Alors en plus, les épisodes qu'il y a dans les années 80 là, je pourrais faire un rétro comics dessus. C'est un des pires trucs que j'ai jamais lu de ma vie, je vous jure. Donc si vous me dites, bah en fait Daredevil, il n'y avait rien d'intéressant, si il affronte le tireur, qui lui restera son ennemi jusqu'au bout de la vie. Je me demande même si c'est pas la première fois qu'il le rencontre, donc il y a quand même un petit quelque chose à sauver. Il y a même un deuxième truc, attendez, voilà, c'est tout bête, quand j'ai commencé, ah ben ça va devenir une émission d'anecdotes. Quand j'ai commencé à collectionner les Strange, cet épisode, c'est un des tout premiers que j'ai trouvé. Vous allez me dire, on s'en fout, sauf qu'à l'intérieur, il y a un personnage, qu'on a vu sur la couverture d'ailleurs, qui s'appelle la Torpille. Tu sentais, en tout cas à l'époque, qu'ils avaient envie d'imposer ce personnage pour que ça devienne une espèce de nouveau Spider-Man, un nouveau Daredevil. Et en fait, ça n'a jamais pris, mais on le verra dans plusieurs séries, et c'est pour ça que j'ai un petit amour pour ce personnage, parce que déjà, il me rappelle mon enfance, mes débuts de collectionneur. Et puis, on le reverra dans une série plus tard, dans Strange, où il avait un rôle assez important et assez intéressant. Donc oui, il y avait des bonnes choses à prendre dans les épisodes de Daredevil de l'année 1980. Mais c'est pas foufou. Alors là, je suis en train de vous dire, Spider-Man, époque de transition, c'est pas terrible. Daredevil, époque de... c'est pas terrible. Enfin, c'est même pire que pas terrible, parce que la saga avec le Pit, elle est vraiment horrible, quoi. Qu'est-ce qui reste à Strange? Eh ben, sa troisième série emblématique, Iron Man. Si tu dis Iron Man, c'est que tu n'aimes pas les comics, oui. Ou que tu parles anglais mieux que moi. Bref, Iron Man, c'est du très bon pour plein de raisons. Déjà, on n'est pas en train de suivre les aventures d'Iron Man de l'année 1943. Pourquoi cette année? Pourquoi j'ai pris celle-là? On va dire Iron Man de 1952. Il s'est rien passé à ce moment-là. On est bien d'accord, tout va bien. Et voilà, on va encore me rappeler que j'habite à Vichy. Ah, c'est bon! Donc on n'est pas en train de suivre des vieilles aventures d'Iron Man, on est en train de suivre les aventures de l'année 1979 dans ces Strange de 1980. On a juste un an de retard, c'est tout. C'est top! Ensuite, deuxième bonne raison de suivre les aventures d'Iron Man à ce moment-là, c'est que tout simplement, il y a une nouvelle équipe artistique qui est arrivée. C'est David Michelinie et John Romita Jr., à l'époque où il n'avait pas encore trouvé les règles pour faire ses traits dans tous les sens. Il a déjà un très beau style et on le reconnaît facilement, mais c'est pas aussi marqué qu'aujourd'hui. Et on sent que ces deux gars là, ils ont faim, ils ont la niaque, ils ont envie de tout défoncer. Ils viennent juste d'arriver sur Iron Man 2-3 numéros avant l'année 1980 en France. Donc c'est tout frais, c'est tout propre et ils débordent d'idées. Ils ont pris Iron Man sous un nouveau jour et ils l'ont autopsié. C'est-à-dire ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va faire avec l'armure d'Iron Man? Et bien tout simplement, elle se fait pirater. Et c'est un épisode absolument génial où t'as Iron Man qui tue c'était quoi? C'est pas un député, c'est un politique en tout cas. Iron Man, hop, il explose comme ça, un coup dans le bide. Il se penche aussi sur l'homme, Tony Stark, c'est-à-dire il commence déjà à développer son alcoolisme. Alors l'épisode se finit genre, oh non non, mais je boirai plus jamais un verre. Mais déjà, ils ont déjà la petite idée, l'étincelle qui commence à venir dans leur cerveau. Et puis ils se concentrent
en plus de l'homme, il se concentre aussi sur l'homme d'affaires, le directeur d'une grande entreprise. Et il y a toute une histoire avec le Shield qui veut récupérer ses brevets, ses armures. Franchement, tout ce qu'ils ont pensé sur Iron Man, c'est une super idée. Tout. Bref, étant donné que je les ai ces épisodes, je ne suis pas l'actualité des rééditions, mais si vous arrivez à trouver, si ça existe, hein, si Panini a réédité les Iron Man de l'année 1979, vous pouvez y aller, franchement, c'est du très bon. Voilà, merci d'avoir regardé cette émission. Je vous dis à la prochaine, et la prochaine, eh bien, on fera pourquoi pas les Titans de l'année 1980. Allez, salut!